C'était le 13 novembre et les attaques résonnent encore dans Paris. Ce soir, un témoignage bouleversant. Bienvenue à Enquête hors série. Bonsoir. Lydia a 30 ans. C'est une jeune productrice d'origine algérienne née en France. Comme tant d'autres, elle est restée sans voix à la suite des attentats de Paris. Elle a voulu comprendre ces attaques qui ont visé des gens de sa génération. 2 semaines plus tard, elle est partie en quête d'explications. Et nous l'avons accompagnée quelques jours avec une caméra. Elle a rencontré des survivants et des amis du 11e arrondissement qui ont vécu de très près les événements. C'est un document brut, criant de vérité. Vous allez entendre des témoignages que vous ne verrez nulle part ailleurs. Paris, sous le choc. Des centaines de curieux s'agglutinent devant les terrasses, prennent des selfies, des photos, méditent, pleurent. 15 jours après l'horreur, on a besoin de venir, de voir, d'être ensemble. Cette soirée du 13 novembre, ce sont près d'une dizaine de lieux qui ont été attaqués. Des lieux de vie, de festivités, où l'on écoute de la musique, on voit un match de soccer, on prend un verre entre amis, on rit. Les fleurs remplacent désormais les tables et les chaises des terrasses. La plupart des terroristes identifiés étaient français ou belges, issus des banlieues. Moi, parisienne, née en France d'origine kabyle, 30 ans, j'ai grandi en banlieue, dans le 93, rendu célèbre lors des émeutes de 2005. Je suis allée à l'école républicaine, avec dans ma classe des amis de toute origine, sociale, culturelle. J'aime ma vie à Paris, j'aime retrouver mes amis et refaire le monde en terrasse. Ce soir-là, c'est notre génération qu'ils ont visée. Ces hommes auraient pu être des amis d'école. Je ne comprends pas. Dans le métro, désormais, j'ai peur. Quand je croise un jeune homme qui ressemble aux photos des terroristes, disons-le, un arabe, je ne peux m'empêcher d'y penser et de le suspecter. Je le surveille jusqu'à ce que la honte m'arrête. Si moi, d'origine kabyle, portant les valeurs de la République, je réagis de la sorte, comment allons-nous vivre ensemble demain ? Paris, un vendredi soir, 21h. Le 13 novembre 2015, une foule va être décimée. Les types tiraient et baissaient leurs armes, et tiraient et baissaient leurs armes. Donc, ils visaient réellement, visiblement, les gens. Vers 21h50, 3 terroristes mitraillent la foule de spectateurs, qui ne comprend pas encore exactement ce qu'il se passe. Ça commence à pétarader, clairement. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe, nous on est sur le balcon. Moi je pensais à un feu de Bengale au début, une espèce de pétard, un truc un mec a fait une mauvaise blague et un truc un pétard a explosé dans ses mains ou j'en sais rien. Lorsqu'ils comprennent l'horreur, c'est la panique. Les tireurs tuent des dizaines de personnes. Certains essayent de se sauver par les fenêtres, d'autres par l'une des sorties de secours qui donne sur le passage Saint-Pierre-Amelot, comme en témoigne cette vidéo tournée par un journaliste du Monde. Qu'est-ce qui se passe ? 2 semaines après, on a tout nettoyé. Les traces de sang ont été recouvertes par de la peinture. On peut encore voir des impacts de balles sur les façades et même les traces de chaussures laissées par cette femme suspendue à l'une des fenêtres. Cette ruelle, devenue célèbre par la triste vidéo du journaliste du Monde, est aujourd'hui pleine de curieux. L'affiche annonçant le groupe de rock est toujours là, comme si le temps s'était arrêté ce vendredi 13 à 21h40.
Aujourd'hui, une horde de gens viennent se recueillir. Bougies, fleurs, photographies de victimes, poèmes. Deux semaines après les attentats, je n'ai toujours pas pu retourner sur les lieux. J'ai besoin de voir ma grand-mère. Je sais que son discours me réconfortera. Et j'ai besoin de savoir ce que elle, arrivée d'Algérie il y a plus de 50 ans, musulmane pratiquante, française, pense de cette soirée du 13 novembre. Ils sont? Non, elles sont bon, ouais. Elles sont bonnes, celle-là, je l'ai ramenée du Maroc, celle-là. Celle-là, là? Celle-là, là, oui. En Algérie, il n'y a pas de vente? Si, il y en a. Là, c'est la même. En Algérie comme au Maroc, c'est la même. En Algérie. Oui, ma petite fille, tu me donnes la petite théière qu'il y a là. Voilà. Tiens. Merci. T'as besoin d'autre chose, Non, j'ai besoin de rien. C'est terrible, il faut penser aux gens qui sont restés là-dedans, là, les pauvres. Et ça, des fois, moi, quand je vois les mamans qui pleurent leurs enfants, là, je pleure en même temps que... Je pleure tellement que c'est triste, tellement que... On a des enfants. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants qui vivent à Paris, qui travaillent à Paris. On se met à leur place. Imagine qu'il nous arrive un truc comme ça. Je sais pas, c'est terrible. La religion musulmane, elle ne dit pas de tuer. Hein. Malheureusement, les gens, ils n'ont rien compris. Hein. Ils n'ont rien compris. Hein. Ils font du mal. Ils font pas du bien, ils font du mal. C'est le mal. Le mal. La religion musulmane, elle est très... Ils ne la connaissent pas, la religion musulmane. Ceux qui ils gardent leur petite barbe, là, gardent leur petite barbe, là. Ils pensent qu'ils mettent le voile, ils pensent que la religion musulmane, elle n'est pas comme ça, la religion musulmane. Je vais regarder un peu les trains, je sais pas encore à quelle heure on va arriver. Toi, t'as un horaire de préférence? Je regarde un peu les lieux, je book les billets de train, et puis je te tiens au courant par SMS. J'arrive pas à me remettre, hein. J'arrive pas. Ouais, j'ai pleuré, j'ai... À partir du moment où j'ai vu, tu vois, ces visages que je connaissais, déjà, ça m'avait vraiment choquée, mais alors quand j'ai vu ces visages de ces gens, de Hyacinthe, de Oda, je me souvenais d'eux et tout, là c'est, tu vois, le sol qui s'est dérobé sous mes jambes, sous mes pieds, parce que c'était trop proche, quoi. Bah oui, ma petite fille. Voilà, j'ai essayé de ressortir, tu vois, aller prendre des verres, tout ça, rigoler un petit peu, mais à un moment ça me rattrape, quoi. J'ai juste envie de rentrer chez moi et en fait on peut pas danser là, on peut pas s'amuser parce qu'il s'est passé quelque chose de trop grave. Ouais. Juste à côté et que en fait là l'heure est trop grave, il faut qu'on réfléchisse, tu vois, il faut qu'on se dise mais qu'est-ce qu'on a raté nous là, la société française là, le modèle qu'on a construit, on a raté quoi là? Parce que ces mecs c'était des Français. Mesdames, Messieurs, suite au renforcement des contrôles aux frontières, Benoît est musicien dans un groupe de rock. Il a quitté Paris il y a 2 ans et vit aujourd'hui à Tours. Le soir du 13 novembre, il était au Bataclan avec son jeune frère, qui lui avait offert une place pour voir Eagles of Death Metal. S'il a survécu ce soir-là, d'après lui, c'est parce qu'ils étaient 2. Nous, on était dans le milieu du U. Et je sais pas pourquoi, naturellement, on s'est tourné vers la droite. En fait, franchement, ça nous sauvera parce que, visiblement, sur la gauche... on saura plus tard qu'il y avait des tireurs et que visiblement ils ont pris en otage des gens par là en fait, mais je sais pas, on est parti dans ce sens-là. Au moment où on se cache, moi je vois des gens qui partent vers l'issue de secours, je repère l'issue de secours qui est au bout du U et avec mon frère on se parlait tout le temps, enfin on s'était mis en... On focalisait notre attention sur nous deux, c'est-à-dire pour être sûr d'être ensemble, quoi. Ils étaient au balcon et en tentant de s'évader, Benoît se retrouve face à face avec l'un des terroristes, qui se révélera être Ismaël Mostefai. En fait, à ce moment-là, il y a un terroriste qui arrive. Je ne sais pas d'où il est venu, je ne sais pas comment il est arrivé là, mais il s'est retrouvé juste derrière mon frère qui était à 4 pattes, prêt à partir, en fait. Donc il y a mon frère et une autre personne que je ne connais pas. Donc, les deux étaient regardés vers la porte, à 4 pattes, prêts à bondir. Sauf que derrière eux, posté à, je sais pas, à 20 cm, debout, un type avec une Kalachnikov, quoi. Donc, tu l'as vu? Non seulement je l'ai vu, mais en plus on a communiqué. Je ne sais pas plus vraiment de quelle manière. Moi, il me dit de fermer la porte. Donc, je me souviens très bien de son geste de fermer la porte.
Je pense pas qu'il m'ait parlé, parce que je me souviens pas avoir entendu ça. Moi, ce que je sais, c'est que je lui ai répondu à un truc que, je sais pas, je vous en supplie, ou j'en sais rien, enfin un truc dans ce goût-là. Je sais que j'ai fait ces 2 gestes-là, j'ai mis mes mains comme ça, et j'ai mis mes mains sur le cœur. Je me suis rendu compte après que c'est pas du tout le bon côté. Mais je suppliais de pas tirer sur mon frère, parce que pour moi, il était là pour abattre les gens qui étaient devant lui. Sauf que ce qui était très étrange, c'est que ce type avait les mains libres. Parce qu'il me faisait signe de fermer la porte, et il poussait des gens derrière lui, qui sortait d'une porte qui était juste derrière. Alors, je sais pas où menait cette porte, mais je me souviens avoir vu quelqu'un qui en sortait et il le poussait en fait et il le mettait de côté. Les 2 frères, avec plus de 50 personnes, ont réussi à s'échapper par le toit et trouver refuge chez un voisin du Bataclan. Pendant plus de 4 heures, ils sont restés cachés, ensemble, en attendant l'intervention du raid. Donc ils ont défoncé une porte, etc. Ils faisaient sortir les gens un par un, il fallait lever donc son t-shirt, montrer qu'on avait pas de ceinture à explosif, etc. Et évidemment, c'était long de faire sortir, une fois de plus, une 50aine de personnes, une par une. Donc on attendait dans l'appartement debout. Et puis, effectivement, au moment où les gens commençaient à partir, le propriétaire a demandé à ce que les gens ne volent rien, partent sans rien. Donc ils ont eu la même réaction que toi. Ils ont souri, ils ont dit, mais il nous a sauvé la vie. S'il n'avait pas été là, on serait retrouvé tout seul sur un toit pendant 3 heures. Donc il s'est fait connaître comme ça, en fait. Du coup, les gens le serraient dans ses bras, on lui demandait son nom, etc. etc. Enfin, ça a été un moment assez émouvant, du coup. On avait l'impression de soit de vivre nos derniers moments, soit que ça allait être un truc très fort et qu'on allait passer au travers. On ne savait pas vraiment, mais il fallait qu'on se touche, qu'on se parle. Voilà. Est-ce que tu veux entendre... Est-ce que tu as entendu l'enregistrement sonore Non, j'ai pas entendu du Bataclan? Non. Tu souhaites l'entendre ou... Oui, on peut essayer. Je garantis pas de pouvoir l'écouter jusqu'au bout. Bien sûr. C'est glaçant, hein, donc ouais. Tu arrêtes dès que tu veux arrêter. Mais Après, c'est que du son et je te laisse le bouton pause. Hein. On peut arrêter. Ouais, je pense. Oui, c'est ça. Concrètement, c'est ça. C'est tout ce moment-là, jusqu'à ce qu'on ne comprend pas, en fait. Mais, on ne comprend pas, concrètement. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire, en fait. Après la pause, les pompiers comme premiers témoins. Humainement, c'est compliqué à gérer parce qu'on sait que, en tant que chef, à un moment, on a pris la décision de laisser mourir certaines personnes et d'en sauver d'autres. Les pompiers furent les premiers à intervenir sur les lieux de l'attaque, notamment sur les terrasses du 11e arrondissement, pour donner les premiers soins. Emilia est une amie. Son conjoint, Chris, est pompier à la caserne de Chaligny. Il n'était pas en service ce soir-là, mais ses collègues y étaient. Il nous les a présentés. Vendredi soir, quand j'apprends ça, c'est dingue. Mais ça pouvait arriver. On s'y attend, hein. On s'y est attendu depuis Charlie Hebdo. On sait que ça peut péter d'un moment à l'autre. On sait que ça peut être compliqué, qu'on peut être amené à affronter ça. Donc on s'y attend. Et là on se dit, ah, allez, c'est ce soir. C'est ce soir, c'est maintenant. Et waouh. Bah,
On croise les doigts, on espère que tout va bien se passer, que tout le monde va aller bien, dans ses proches, dans ses collègues, autant pour les Parisiens. Quand on arrive, on a à peu près une trentaine de victimes touchées par balle, plus beaucoup de proches, de familles, de témoins qui sont là, qui sont affolés, qui commencent à faire quelques gestes. Donc ils sont couverts de sang, donc il faut qu'on arrive à savoir qui est effectivement une victime, qui est simplement taché de sang. Et il faut qu'on leur explique que pour certaines, on ne pourra rien faire. Donc c'est tout bête, hein, mais voilà, écoutez, monsieur, c'est fini. On ne pourra rien faire, il faut qu'on se concentre sur les personnes qu'on peut sauver. C'est difficile à faire comprendre, mais au final, je pense ils ont réussi à le comprendre quand même. Mais oui, humainement, c'est compliqué à gérer parce qu'on sait que, en tant que chef, à un moment, on a pris la décision de laisser mourir certaines personnes et d'en sauver d'autres. Mais voilà, cette décision, si on ne la prend pas, personne ne la prend à notre place et il faut la prendre. Quand on arrive, on est dans du camion, ils nous disent rapidement, voilà, bon, on partait pour une explosion, bon, a priori c'est un attentat. Et en fait, tout se trouve à l'intérieur du restaurant. En fait, c'était suite à l'explosion. Comme vous avez pu l'entendre, je pense qu'ils mettent des boulons, des trucs comme ça dans les charges. Et donc, voilà, plusieurs impacts partout sur le corps. Il y avait pas de... On savait qu'ils n'allaient pas en mourir, quoi, mais ouais, ils étaient bien amochés. Au niveau du visage, des bras, enfin, partout. Il y avait donc le kamikaze, que nous on n'était pas au courant en fait que c'était un kamikaze au début. Donc lui il était là, il y avait déjà quelqu'un qui était en train de faire un massage cardiaque. Quand ils sont arrivés, ils ont juste découpé rapidement les vêtements. Et en fait on s'est aperçu plus tard qu'une seule charge avait explosé. En fait elle se situait dans son dos. Et donc quand on arrive, le kamikaze il est allongé sur le dos, donc nous on le voit pas. Et à part avoir beaucoup de sang partout, voilà, mais sinon on voit rien. Et en fait, en cherchant l'identité, on tombe sur des munitions dans ses poches. Et après, on découpe le reste. Et là, on tombe sur le reste des charges avec le détonateur et tout. Voilà. Donc là, on ne touche plus. Donc là, on a tout stoppé. On a évacué tout le monde dans une impasse qui se trouve juste à côté. Et c'est une épreuve. On est préparé constamment. Toute l'année, on se prépare tous les jours, on s'entraîne. Mais c'est pas une préparation psychologique, voilà. On a une préparation physique, on s'entraîne à nos manœuvres, des exercices. Et psychologiquement, on peut pas être prêt à affronter ça. Ça a été de la médecine de guerre. Là, c'était de la guerre. 130 noms, 130 vies arrachées, 130 destins fauchés, 130 rires que l'on n'entendra plus, 130 voix qui à jamais se sont tues. Ces femmes, ces hommes, incarnaient le bonheur de vivre. C'est parce qu'ils étaient la vie qu'ils ont été tués. C'est parce qu'ils étaient la France qu'ils ont été abattus. C'est parce qu'ils étaient la liberté qu'ils ont été massacrés. Mon pays, la France, serait-il en guerre? François Hollande a demandé aux citoyens de mettre des drapeaux à leurs fenêtres ce vendredi 27 novembre, jour national des hommages aux victimes des attentats. Ce ne fut pas un succès. Les Français sont partagés. Mon père et mes deux frères étaient au Bataclan quelques jours avant le 13 novembre. Pendant ces 15 jours, j'ai soigneusement évité ces quartiers, ces lieux de mort. Aujourd'hui, je suis prête. Ce vendredi 27 novembre, je constate l'onde de choc. De ma génération attaquée, d'une centaine de vies arrachées. Là, je n'ai plus de mots. Certains ont besoin d'agir tout de suite, de se rendre utile. Ils sont jeunes et eux aussi ont été touchés. Qu'est-ce que vous en pensez justement quand vous arrivez ici comme ça? C'est puissant. Ouais, beaucoup d'émotions.
Ouais, très puissant. On se sent impuissant aussi, on va dire. Oui, voilà. À tout ça. Un peu inutile. La meilleure chose qu'on a pu faire pour... donner notre sang. Ouais, on a fait des dons de sang. C'est vrai? Ouais. Il m'est encore plus difficile de revenir à la belle équipe, cette terrasse du 11e arrondissement. J'y ai perdu 2 amis. Lors de cette soirée terrible, l'une des victimes, Oda, fêtait son anniversaire. Ici encore, le silence. L'odeur des bougies et des fleurs. Tout cela devient insupportable. On se tait, mais on a aussi besoin de partager. Et est-ce que tu penses qu'on arrivera à vivre encore tous ensemble, avec une vraie solidarité? Parce que par exemple, les jours d'après, voilà, être un arabe dans Paris en ce moment, j'imagine que c'est pas facile. Ouais. Parce que les gens vous suspectent et vous regardent, et moi-même je l'ai fait. Voilà. Comment on va faire avec le Pen, avec tout ça, quoi? Maintenant, de toute façon, c'est nécessaire. C'est devenu nécessaire de vivre en cohésion encore plus qu'avant. Parce que déjà, Paris, c'est une ville cosmopolite. Comme Paris, comme dans le monde entier, il existe des centaines, des milliers de villes qui ont exactement le même profil que Paris, avec sa diversité, sa mixité, et justement cette cohésion qui fait que Paris est Paris. Paris, sans les Arabes, sans les Chinois, sans tous les immigrés, c'est pas Paris malheureusement. Et là, il ne faut absolument pas être dans l'amalgame du regard de l'autre. C'est pas parce qu'une personne est d'origine maghrébine que forcément elle est associée à ce genre d'acte. Au contraire, je pense qu'ils font partie de ces personnes qui sont les plus touchées. Après l'onde de choc, j'ai peur de ce fléau qui nous guette depuis des années en France, la montée du racisme, que cette soirée du 13 novembre a amplifié. Au début, on avait mal calculé, on pensait que c'était des petits délinquants frustrés, pauvres et tout. Pas forcément. Il y a des jeunes gens de bonne famille, bien éduqués, aimés de leurs parents et tout, qui vont vers cette dérive. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le TGV numéro 6703 départ... Tahar Ben Jelloun, cet écrivain au prix Goncourt qui avait publié « Le racisme expliqué à ma fille » en 1997 et « L'islam expliqué aux enfants » en 2002. Il pourra peut-être m'expliquer l'horreur de ce 13 novembre. Quand on voit les malheureux, là, les 130, et encore, il y a des blessés qui sont encore à l'hôpital. Ça fait presque 500 personnes qui ont été touchées d'une façon ou d'une autre. Mais c'est énorme, c'est énorme. C'est des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les confessions. Donc, c'est le crime le plus odieux parce que si par exemple, ils vont... Il n'y a pas de justification, mais on se dit, mais ils ont fait ça exprès. Alors, ils sont, finalement, au mois de janvier, ils se sont attaqués à la liberté d'écrire et de dessiner. Là, ils s'attaquent au mode de vie simple, le sport, le rock, le fait de boire un verre avec un copain ou une copine sur une terrasse, quand il fait beau, etc. Donc c'est la vie, c'est un meurtre contre la vie. L'origine de tout ça, c'est quand même le système wahhabite, qui est le rite le plus rétrograde, le plus anti-musulman, d'après moi, et qui gère la société saoudienne et qatari. Donc l'Arabie saoudite et le Qatar, tout en faisant des affaires avec le monde entier, tout en ayant un comportement conciliant avec la modernité, avec la technologie moderne, etc., ils vivent dans leur pays, ils pratiquent un islam totalement déconnecté de la réalité d'aujourd'hui, brutal, injuste, qui n'a rien à voir avec le message réel du prophète. Et les jeunes d'aujourd'hui sont convaincus que l'islam, c'est ça. Alors, les jeunes français? Tout le monde. Tous ceux qui sont happés par cette propagande qui est extrêmement bien faite. Alors ce qui est le paradoxe, c'est que il y a ce discours totalement obscurantiste, rétrograde, inhumain, esclavagiste et tout, mais il circule avec une technologie ultra moderne. Il paraît, ils ont des techniciens
pour faire des vidéos, pour faire des films, avec un art extraordinaire de persuasion et tout, qui fait que des jeunes se laissent complètement emporter. Ils ont des méthodes qui nous échappent. Nous sommes des gens normaux. C'est-à-dire que arriver quand même à convaincre un jeune de 20 ans ou 30 ans de sacrifier sa vie pour aller au paradis. Mais quel paradis? C'est quoi cette histoire? Enfin, et pourtant ils y croient et ils y vont. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une absurdité telle qu'on n'a pas tellement de possibilités de lutte. C'est ça le vrai problème. Malheureusement, nous avons en face de nous, même pas, on n'a pas en face de nous. Parce qu'ils ne sont pas en face. Ils sont invisibles. Ils pourraient être à côté de nous, là. Ils sont à côté, on ne les voit pas. Et eux, ils ont une supériorité sur nous qui est extraordinaire. Ils n'ont plus peur de la mort. Ils désirent même la mort. Et ils ont changé leur instinct de vie par l'instinct de mort. Et ça, contre ça, aucune armée du monde ne peut rien. Là, moi, je lutte beaucoup pour la pédagogie. Enseigner dans les écoles l'histoire des religions d'une manière objective, pas du tout pour aller faire de la propagande. Raconter l'histoire des religions, expliquer les choses, comme on le fait pour le racisme ou autre chose. Il faut expliquer aux enfants et les préparer pour qu'ils ne soient jamais l'objet d'une dérive et d'un détournement de leur itinéraire. Dans un instant, un face-à-face avec un terroriste. C'est de se dire qu'on n'a pas vu des gens turbanés, on n'a pas vu des gens avec des grandes barbes, enfin une espèce de cliché, pas du tout, c'était des gens, des copains de classe quoi. Ce qui me tourmente aussi, ces jeunes, devenus terroristes, auraient pu être des copains d'école. Benoît, le rescapé du Bataclan, a communiqué avec l'un des terroristes. Je ne pouvais m'empêcher de lui poser la question. C'était quelqu'un de tout à fait normal et quelqu'un de... Je dis, moi, ça m'a presque choqué quand les gens commençaient à faire pas des amalgames, mais voilà, commençaient à rentrer dans des discours un peu faciles quoi, ou des raccourcis. Je dis, non, mais les types qu'on a vus, ils étaient normaux, quoi. Ils étaient habillés comme nous, ils étaient... Et mon frère, même quand il les décrit, avant qu'il soit identifié, clairement, lui, il a décrit un mec qui était châtain clair et un métis, quoi. Et il disait, franchement, c'est pas du tout l'image qu'on peut se faire d'un terroriste, quoi. Voilà, donc c'est ça qui est aussi très bizarre, quoi. C'est de se dire qu'on n'a pas vu des gens turbanés, on n'a pas vu des gens avec des grandes barbes, enfin, une espèce de cliché, pas du tout. C'était des gens, des copains de classe, quoi. Ça pouvait être des gens à qui on prend une bière ou des gens à qui... peut passer des bons moments, quoi. Je tombe sur une vidéo poignante. Un musulman qui se pose place de la République avec un panneau « Je suis musulman. On dit de moi que je suis un terroriste. Faites-moi un câlin. » Je le retrouve sur cette même place de la République, 2 semaines après. J'espère que les personnes auront vu cette vidéo, ce message, et se diront que les musulmans, voilà, ça n'a rien à voir avec les terroristes. Pour moi, un terroriste, c'est une personne qui tue d'autres personnes sans le moindre état d'âme. En fait, ils utilisent la religion musulmane pour dire ce qu'ils font, mais ça n'a rien à voir dans la religion, quoi. Aucune religion n'accepte ça. Que ce soit le judaïsme, que ce soit les catholiques ou les musulmans, aucune religion accepte qu'on tue son prochain. Moi aussi, j'ai envie de te faire un câlin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Qui sont donc ces fous qui agissent au nom de Dieu, qui salissent l'islam? Comment peut-on commettre de tels actes? Comment en est-on arrivé là? Pour tenter de comprendre, je lis tout. Les articles, les tribunes, les analyses. Je tombe sur un livre à paraître en janvier 2016, au titre tristement prémonitoire. Terreur sur l'Hexagone, genèse du djihadisme français, écrit par le grand spécialiste Gilles Kepel et Antoine Jardin, un ami d'université.
C'est difficile à comprendre. Il y a plein de travaux qui essayent de, pas seulement dans le cas des attentats de Paris, mais qui essayent de façon générale de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont prêts à perdre leur vie dans des attentats suicides. C'est vrai que le fait que les gens aient été non seulement prêts, mais déterminés à mourir, parce qu'ils avaient des ceintures explosives pour les faire exploser, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les attaques en France jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose qui marque un tournant. Parce que, en termes de sécurité, c'est plus difficile à prévenir. Et puis, en termes d'angoisse pour le public, c'est aussi d'une nature différente. Parce qu'on sait que ça peut frapper de façon beaucoup plus large des gens de façon beaucoup plus indiscriminée que ne pouvaient le faire des assassinats ciblés tels que ceux qu'on avait vus en janvier à Paris. Comment tu peux arrêter un mec qui est prêt à mourir ? Je pense que c'est très difficile. Je pense qu'une fois qu'il a les armes dont il a besoin pour ça en sa possession et qu'il est déterminé à le faire, c'est très difficile de l'arrêter. Je pense que ce qu'on peut faire en termes d'intervention, c'est principalement en amont, c'est d'éviter l'accès déjà à ces armes-là. Je pense qu'il y a un enjeu particulier à la porosité entre différents milieux de la criminalité qui permettent d'accéder à des armes de guerre, à des munitions, à des explosifs. Et puis, il y a la question des logiques de groupe qui font que les gens passent à l'acte. Parce qu'on sait que pour justifier le fait d'une attaque suicide, c'est souvent qu'on valorise le groupe auquel on estime appartenir plus que sa vie personnelle. Et que le fait de rester en contact avec d'autres cercles sociaux, avec des amis, avec de la famille, avec des gens qui n'appartiennent pas à des mouvances qui projettent des actes terroristes, c'est quelque chose qui peut restreindre le fait que des gens concrétisent leurs désirs en actes contre des civils innocents. Je crois qu'il faut accepter de discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et on ne peut pas dire la République, c'est quelque chose de fantastique, il faut que les gens l'aiment, parce qu'il faut qu'on discute avec des gens qui ne l'aiment pas et qui ne sont pas d'accord avec ce système et qui en veulent un autre. Mais il faut reconnaître que, quelque part, au-delà du désaccord politique, l'accord premier sur lequel on doit parvenir, c'est un accord de refus de la violence. L'année 2015 s'achève. Une année terrible. L'attaque de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher est encore vive dans nos mémoires. Nous nous posions déjà des questions. J'ai 30 ans. Je souhaite avoir des enfants. Où, en France, est-il encore possible de vivre en sécurité en France ? De vivre ensemble, peu importe notre religion, notre couleur de peau ? Ta mère, ta sœur, ton frère, vous habitez tous dans le quartier ? On habite tous dans le quartier. Mon frère, il habite à côté du Bataclan. Ma sœur, elle habite un tout petit peu plus dans le 12e. Et ma mère et moi, on habite à 500 mètres ici, donc à Charonne. Après le 7 janvier 2015, mon amie d'enfance, Noémie, avait déjà pris sa décision. En tant que Française, de confession juive, elle n'imagine pas élever ses enfants en France. Je veux des enfants et aujourd'hui j'imagine ce que pourrait être ma vie avec mes enfants en tant que juive à Paris. J'en veux pas. Je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Je suis pas en sécurité. Mes enfants seront pas en sécurité, je le sais. Donc voilà. Je préfère partir et ouais, c'est sûr que ça a fait que conforter, le 13 novembre n'a fait que conforter cette idée, mais elle était déjà prise depuis longtemps. J'ai pas peur, j'ai jamais peur en Israël. Ici j'ai très peur. Donc le 13 novembre, toi ça t'a remise dans ce qui s'était passé il y a même pas 9 mois. T'as revécu la même peur, ça a confirmé des choses ? Oui, ça a confirmé des choses parce que je savais que ça allait se reproduire. On le savait tous, plus ou moins. Moi, j'en étais persuadée. Après, en tant que juive française, nous, ça a commencé avant l'Hyper Cacher parce qu'il y a eu d'autres événements qui se sont passés, qui sont pas passés à la trappe, mais où les gens ne se sont pas rendus compte de l'urgence de la situation. Il y a eu Ilan Halimi, il y a eu Toulouse, Mera qui a assassiné des enfants en pleine rue. Oh, regardez ça, au taquet. Au volant, Mohamed Mera, celui que toute la police suspecte d'être le tueur au scooter. Les gens se sont levés, mais il n'y a pas eu... Nous, on savait qu'on était la cible prioritaire. Et c'est quelque chose où on s'habitue à vivre avec, mais moi, je ne peux pas envisager mon avenir et surtout l'avenir de mes enfants comme ça, ici. Ce qui a changé là avec ce qui s'est passé,
par rapport à Hypercacher Charlie, c'est que les gens ont dit oui, mais ils sont morts parce que c'était des journalistes et qu'ils faisaient des caricatures et que donc, pas ils l'ont bien cherché, mais en vrai, ils l'ont quand même bien cherché parce que ça, on l'a entendu de partout. Et l'Hypercacher, ouais, bah, c'est des juifs, quoi. Donc, bah ouais, des juifs, normal, quoi. Et là, vendredi? Et là, bah non. Bah là, c'est tout le monde, en fait. Là, c'est n'importe qui. C'est pas parce que t'es journaliste ou parce que t'es juif. C'est tu vas boire un café en terrasse, manger un truc, aller écouter de la musique. Donc c'est n'importe qui, en fait. C'est tout le monde est... C'est n'importe qui. Gabrielle est la petite sœur de mon amie Noémie. Moi, j'ai pas peur. Ta sœur, elle a peur. Je sais. Mais on est hyper différentes. Je sais. Non, moi, j'ai pas peur. Du tout. Des fois, je me dis, des fois, je me dis par exemple, tiens, je cours prendre ce métro, peut-être qu'il faudrait pas que je cours, parce que peut-être qu'il y a un mec qui va se faire exploser dans celui-là, et puis je me dis, ouais, mais de toute façon, tous les actes que je fais, on peut rien y faire. Je pense qu'il y a un truc qui est hyper important, enfin, qu'on fait tous, c'est un peu dénier la réalité, la refouler, parce qu'effectivement, il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment, mais si on y pense constamment, on vit pas. Donc moi, je me mets de côté. Et donc j'ai pas peur et j'ai juste envie là de déménager, de retourner vivre dans le 11e. Jeune psychologue, elle s'est immédiatement portée volontaire pour participer à la cellule de crise psychologique mise en place suite aux attentats. Elle fut appelée d'urgence à Saint-Denis, dans le 93, mercredi, le jour de l'assaut de l'immeuble dans lequel se cachaient les présumés terroristes. On a attaqué ma ville, moi je veux être là pour elle, pour mon pays. Je me sens très française. Et ouais, j'ai pas envie d'aller vivre ailleurs. Après la pause, la vie continue malgré tout. Je sais pas si je me sens capable, parce que je disais que ça retombe un peu et que j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à... Voilà, mais ça va revenir, mais c'est une vraie envie de reprendre sa vie normale. J'ai l'impression de revivre le cauchemar des attentats de janvier, avec leur flot de théories complotistes qui se déversent sur les réseaux sociaux. Pourquoi, dans ces moments de terreur, comme après le 11 septembre, certains ont besoin de croire en des versions divergentes? Ces fameuses théories du complot, qui peuvent se révéler un terreau favorable au basculement dans la violence. Il y a une explication alternative à la version entre guillemets officielle donnée par les médias, et une explication qui réponse à tout en fait. C'est-à-dire que c'est très satisfaisant, il y a un côté... on a un peu l'impression d'être plus malin que les autres en fait, quand on a trouvé entre guillemets une théorie du complot. Donc il y a un côté très très satisfaisant, mais finalement c'est pas de la critique, ce scepticisme total, c'est précisément l'absence d'esprit critique, puisque c'est une posture intellectuelle, je ne sais même pas si c'est intellectuel, qui consiste à dire que tout est faux. Donc il n'y a pas vraiment de critique, on n'examine pas, on n'examine rien, on refuse tout. Sophie Mazet, professeure dans un lycée de banlieue, a lancé une initiative intéressante. Des cours d'autodéfense intellectuelle à destination de ses élèves. L'idée est de leur donner des outils intellectuels permettant de développer leur esprit critique. Et donc la question des théories du complot, qui au départ n'était pas vraiment intégrée au cours d'autodéfense intellectuelle, est devenue vraiment très importante et s'est développée avec les années. Donc j'ai donné plus de place avec les années à ce thème-là, parce que je me suis rendu compte que c'était très très important. Au départ, j'ai juste voulu donner des armes à mes élèves en fait, pour se défendre contre de la propagande. Et finalement, peut-être que j'aurais dû voir venir les théories du complot, je savais déjà que ça existait, mais sans y avoir été confrontée, je ne m'étais pas rendu compte de l'importance du phénomène. Le travail de Sophie est-il un remède? Peut-elle empêcher certains jeunes de se radicaliser? Je vais essayer de faire que ces élèves qui sont indécis, en fait, ne tombent pas dans le complotisme endurci. Et puis toujours garder le lien avec ses élèves et leur parler. Toujours, c'est très important. Quand ils commencent à s'isoler, c'est peut-être là où ça devient dangereux et on ne comprend pas. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est ceux qui sont silencieux, en fait, moi, qui m'inquiètent le plus, finalement. J'en ai vu un comme ça. À la limite, je préfère que certains aillent plutôt à l'affrontement,
Parce qu'au moins, c'est qu'ils ont... C'est peut-être qu'ils demandent des réponses, en fait, qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face, qui soit un professeur, soit quelqu'un de la famille, soit... ils veulent quelqu'un. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils disent plus rien, moi, de ces dernières années, ceux qui m'ont le plus inquiété, c'était les silencieux, qui se mettent au premier rang ou au fond de la classe et qui ne disent rien du tout. Est-ce que tu as entendu dans tes classes, dans ton école, des théories du complot qui remettent en cause ce qui se serait passé ou pas le 13 novembre à Paris? Ce qui est apparu assez vite, les propriétaires du Bataclan étaient juifs, mais en fait, le Bataclan avait été vendu apparemment 2 mois auparavant. Et donc, le Bataclan aurait été vendu parce que les personnes qui possédaient le Bataclan, qui se trouvaient être juives, étaient au courant de ce qui allait se produire. Voilà, ça c'est la théorie, je pense. Alors ça peut partir dans plein de directions, il peut y avoir plein de variantes. Ça c'est une variante que j'ai vue passer. Non. Quelques terroristes fous qui nous ont tant pris, qui nous ont fait trembler, ne nous empêcheront pas de vivre. Benoît, malgré la nuit d'horreur du Bataclan, remonte sur scène avec son groupe de rock. C'est important de reprendre la vie en fait, plus que la musique, etc. Reprendre son travail, reprendre les choses. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si je me sens capable parce que je disais que ça retombe un peu et que j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à... Voilà, mais ça va revenir, mais c'est une vraie envie de reprendre sa vie normale parce que c'est important, ne serait-ce que pour individuellement, mais c'est aussi important pour les gens qui malheureusement ne peuvent pas reprendre. C'est une question de respect et de se dire on va pas se laisser abattre, on va avancer quoi. Deux semaines après, Paris saigne encore. Mais Paris est toujours vivante. J'ai décidé de sortir à nouveau, de boire des coups en terrasse, de vivre. Paris Ville Lumière ne s'éteindra pas. C'était notre dernier rendez-vous avant la pause du temps des fêtes. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site Internet en tout temps, sur YouTube ou dimanche à 18h sur ICI RDI. On vous retrouve le 21 janvier avec une émission toute spéciale pour souligner la 200e émission d'Enquête. Mais d'ici là, on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes.